19 juin 1942, 23h47, une cabine téléphonique isolée au coin de la 69e rue Ouest et de la 8e avenue, New York City. La pluie martèle le verre embué comme des balles de mitrailleuses lointaines, transformant les flaques en miroirs noirs où se reflètent les néons crus des bars de Times Square, encore animés malgré l'heure tardive et les restrictions de guerre. Vos doigts, gonflés par l'eau salée de l'Atlantique et engourdis par le froid humide qui s'infiltre dans vos os, agrippent le combiné glacé, si lourd qu'il semble peser une tonne. Chaque muscle de votre bras protestant contre cet effort irréversible, tandis que l'odeur âcre de votre transpiration, mêlée à la cordite imaginaire de vos cauchemars, non, pas imaginaire, car les charges explosives reposent encore dans la pension sordide où vous avez laissé vos complices endormis. George John Dash, alias Franz Daniel Pastorius, le saboteur nazi fraîchement débarqué sur les plages d'Amagansett il y a une semaine, sent son cœur cogner comme un marteau-piqueur contre ses côtes, un rythme primal qui noie le bourdonnement distant des taxis et des sirènes d'ambulance, la peur rampant dans votre gorge comme un serpent visqueux, vous forçant à déglutir la bile acide de la trahison imminente. Vous composez le numéro du quartier général du FBI, appris par cœur lors de votre formation à Hambourg, sous les yeux froids des officiers de l'Abwehr, chaque chiffre un pas vers l'abîme, le disque rotatif grinçant comme une scie sur de l'acier rouillé, et le monde extérieur se resserre en un tunnel de brume. Vos bottes encore imprégnées de sable mouillé crissant sur le sol collant de la cabine. Le déclic de la connexion vous frappe comme une détonation. Un silence électrique, s'étirant en éternité, pendant que la standardiste décroche, sa voix lasse filtrant à travers les parasites. Federal Bureau of Investigation. Qui parlez-vous? Et vous hésitez, la langue pâteuse collée au palais par la soif et l'épuisement de 7 jours de traque intérieure. Le poids invisible des 82 kg de dynamite, d'incendiaires et de détonateurs laissés dans les casiers de la consigne de Penn Station, vous écrasant les épaules plus sûrement que les vagues furieuses qui ont failli vous noyer sur la plage de Long Island. Je dois parler à quelqu'un d'urgent. C'est une question de sécurité nationale. Balbutiez-vous d'une voix rauque, allemande, teintée d'un accent new-yorkais forcé, le combiné moite contre votre oreille, transmettant les vibrations de votre pouls affolé directement dans votre crâne, tandis que dehors, un policier à vélo passe lentement, son regard balayant la cabine comme un projecteur de DCA, et vous vous recroquevillez, imaginant déjà les menottes froides se refermant sur vos poignets, le flash des appareils photo, la potence qui vous attend si vous échouez dans cette confession. La standardiste, imperturbable malgré l'heure, transfère l'appel. Et chaque seconde d'attente est une lame émoussée raclant vos nerfs, vos genoux fléchissant sous le poids de la décision prise dans la chambre étouffante de la Governor's Island, où Ernst Burger, votre second, ronfle encore, inconscient du raz-de-marée que vous déclenchez. Au même instant, à l'intérieur du massif bâtiment fédéral de la 69e rue, l'agent spécial Dwan Traynor, un homme trapu aux yeux injectés de sang par des nuits trop courtes et des piles de dossiers sur les sympathisants fascistes italiens, sursaute lorsque le téléphone grésille sur son bureau encombré de cendriers pleins et de tasses de café froid. L'air est saturé d'une odeur de papier jauni, de tabac bon marché et de sueur masculine accumulée dans ces couloirs labyrinthiques où les ombres des portraits de J. Edgar Hoover veillent comme des juges impitoyables. Traynor décroche d'une main lourde son holster contenant le Colt. 38 polices positives frottant contre sa hanche. Un rappel constant de la menace invisible des saboteurs que les rumeurs d'U-boot allemands au large des côtes font surgir dans chaque appel anonyme. « Agent Traynor, FBI !» grogne-t-il, sa voix éraillée par les cigarettes Chesterfield et l'adrénaline instinctive qui durcit ses traits burinés par 5 ans de traque aux espions. Votre voix, à l'autre bout du fil, tremble comme une feuille dans la tempête.
J'ai débarqué d'un sous-marin allemand. Il y a 8 d'entre nous. Des explosifs pour les usines, les rails, les juifs. Les mots se bousculent, lourds de confession. Et Traynor sent un frisson glacé remonter son échine, ses doigts se crispant sur le crayon, griffonnant frénétiquement sur un bloc-notes jauni, le monde se figeant autour de lui, tandis que les bureaux adjacents bourdonnent d'une routine mortelle. Cliquetis de machines à écrire, murmures sur Pearl Harbor encore frais dans les mémoires, odeur de café brûlé, masquant celle de la peur viscérale qui soudain imprègne l'air. Traynor active le magnétophone sous le bureau d'un geste fluide, ses yeux plissés scrutant l'horloge murale qui tic-tac comme une mèche allumée. Et il presse pour plus de détails, sa voix basse et autoritaire perçant le combiné comme une baïonnette. Où êtes-vous? Les noms, les endroits exacts, où je raccroche et vous finissez au fond de l'Hudson. Vous récitez alors, le souffle court, les noms gravés dans votre mémoire comme des tatouages au fer rouge, George Dash, Ernst Burger, Heinrich Heinck, Edward Kerling et les autres du groupe de Floride, les adresses des pensions miteuses de l'Upper West Side, les casiers de Penn Station regorgeant de sabots d'aluminol, de briques de TNT et de timers à retardement, chaque syllabe un poids libéré qui vous fait chanceler, vos jambes tremblantes heurtant le tabouret de la cabine, la pluie redoublant dehors comme pour noyer vos paroles, mais trop tard, car l'enquête est lancée, un rouleau compresseur bureaucratique et impitoyable se mettant en branle dans les entrailles du FBI. Traynor, le cœur battant à tout rompre, bondit de son fauteuil qui grince comme un charnier, renversant une pile de rapports sur les agents dormants de la Bund, et hurle dans l'interphone. « Tous les agents disponibles! Saboteurs nazis sur le sol américain! On roule !» Sa voix résonnant dans les couloirs sombres où les lampes nues projettent des ombres allongées comme des silhouettes d'hommes fusils au poing. Retour en arrière, 8 jours plus tôt, 12 juin 1942, 4h15 du matin, plage d'Amagansett, Long Island, sous un ciel d'encre déchiré par les vagues monstrueuses de l'Atlantique Nord. L'U-202 émerge des profondeurs comme un léviathan d'acier noir, ses moteurs diesel vibrant à travers l'eau glacée jusqu'à vos os. L'odeur suffocante de fuel lourd et de corps non lavés, emplissant la passerelle étroite, où vous, Dash, serrez les dents autour de votre cigare éteint, le sel piquant vos lèvres gercées, tandis que le canot gonflable Yaskamer est mis à l'eau avec une lenteur agonisante, ses rames claquant contre les flancs du submersible comme des coups de feu étouffés. Le poids des caisses, 150 livres chacune de charges explosives, fusées, détonateurs, uniformes US pour l'infiltration, vous écrase les épaules, vos muscles hurlant sous l'effort, tandis que les vagues s'écrasent sur vous. Injectant une eau à 10 degrés Celsius dans vos vêtements de laine trempés, le froid mordant comme des crocs jusqu'à la moelle. Chaque coup de rame, un combat contre l'océan furieux qui semble conspirer avec les patrouilles côtières américaines. Ernst Burger, votre bras droit, un ancien caporal SS aux yeux froids comme l'acier d'un MG-42, jure en allemand bas, ses mains calleuses saignant sur les rames, la peur tapie dans son souffle saccadé, car un garde-côte solitaire, John C. Cullen, les a repérés plus tôt, son faisceau de lampes torches balayant les dunes comme un projecteur anti-aérien, forçant une confrontation surréaliste où vous lui offrez 60 000 $ pour le silence. Billet mouillé fourré dans sa chemise, son fusil M1903 pointé tremblant sur vos cœurs battants. Cette nuit-là, sur la plage, le sable collant sous vos bottes alourdies par l'eau s'élève en mottes grasses qui s'accrochent à vos mollets comme de la boue des Flandres, l'air chargé d'iode salin et d'algues pourries, chaque pas enfonçant profondément, irréversible, tandis que vous enterrez les uniformes nazis sous les dunes pour le retour hypothétique. Le vent hurlant comme les sirènes de Berlin sous les bombardiers B-17. Votre esprit bouillonne déjà de doute, Dash, ancien marin anti-nazi exilé aux États-Unis depuis 1920, marié à une Américaine, le poids moral de cette mission
saboté cryogène d'aluminium à Niagara Falls, voie ferrée de Pennsylvanie, usine d'eau lourde à Philadelphie, vous rongeant comme un acide, la mer rugissant son indifférence pendant que Burger halète à vos côtés. Son souffle chaud, puant la saucisse et la bière de la cale du U-boot. Vous hissez les caisses sur une charrette de pêche volée, roue grinçante, s'enfonçant dans le sable mouillé. Chaque mètre, un supplice d'épuisement, sueur et sel coulant dans vos yeux, brouillant la vue des lumières lointaines de Montauk Point, où des sentinelles US veillent avec des Thompson SMG chargés, prêtes à transformer cette plage en champ de tir. De là, le train fantôme vers New York, wagon brinque-ballant de la Long Island Railroad, odeur de charbon humide et de voyageurs endormis, vos caisses dissimulées sous des couvertures puantes, le sifflet strident perçant la nuit comme une alarme, chaque arrêt une pause cardiaque où des contrôleurs en uniforme bleu scrutent les compartiments, leurs lampes torches dansant sur vos visages suspects, barbus et hâves après des semaines en mer confinée. Vous arrivez à Penn Station à l'aube. 6 juin, non. 13 juin. La foule grouillante de soldats en permission, M1 garants en bandoulière, filles aux lèvres rouges sous les affiches Loose Lips Sink Ships. Et vous déposez les explosifs dans les casiers, clés tintant comme des menottes futures, le métal froid mordant vos paumes moites. La pension de la 142e rue Ouest, un taudis aux murs suintants d'humidité, où l'air est lourd de relents de choux aigres et de latrines débordantes, devient votre bunker temporaire, lit grinçant sous le poids des corps épuisés, ronflement entrecoupé de cauchemars de la Gestapo, tandis que vous marchez la nuit dans les rues sombres, évitant les patrouilles de MP, le cœur serré par le conflit, loyauté à l'Allemagne natale ou à l'Amérique qui vous a accueilli, les journaux criant les victoires de Rommel à Tobruk, contrastant avec les rationnements ici, essence et sucre introuvables. Pendant ce temps, au sud, le second groupe, Edward Kerling, Hermann Neubauer, Werner Thiel, August Haupt, émerge des vagues à Ponte Vedra Beach, Floride, le 16 juin à 23h52, humidité tropicale collant leurs vêtements comme une seconde peau poisseuse, moustiques voraces, bourdonnant autour des caisses alourdies par la sueur, le sable blanc craquant sous leurs pas chancelants. Chaque vague, un mur d'eau chaude et salée qui menace d'engloutir le canot. Moteur de l'U-584, encore vibrant dans leurs tympans. Kerling, sergent-chef de l'Abwehr, blond et athlétique, porte le fardeau leader, son Luger P-08 glissé dans la ceinture, canonne froid contre sa peau brûlante, tandis que Neubauer, ex-bagnard marqué par les camps, jure en baissant la tête pour éviter les projecteurs lointains de Jacksonville. Ils enterrent leurs uniformes sous les palmiers, racines noueuses griffant leurs mains, l'air empli de sel et de pourriture végétale. Puis volent une voiture de pêcheurs. Ford délabré tout sautant sur la route 1. Phares éteint pour éviter les barrages. Chaque virage un pari mortel contre les patrouilles de la garde côtière, pneus crissant sur l'asphalte mouillé par une averse soudaine. De retour à New York, dans la pension, la nuit du 19 juin s'étire en un supplice sensoriel. Murs tapissés de papier peint cloqué, exhalant une odeur de moisi et de désespoir, lits métalliques grinçant sous les mouvements agités de Burger qui marmonne dans son sommeil, rêve hanté par les miradors de Dachau d'où il s'est évadé, son corps massif suant profusément, taches sombres sur les draps jaunis. Vous, Dash, assis au bord du lit, les coudes sur les genoux, sentez l'étau se resserrer, le tic-tac d'une horloge bon marché amplifié en tonnerre dans votre crâne, chaque seconde une décision suspendue dans le vide. La peur physique vous tordant les entrailles comme une dysenterie en mer. Sueur froide coulant le long de votre dos voûté. Vous visualisez les cibles. Les Hell Gate Bridge, verrou de l'Hudson, dont la destruction paralyserait l'approvisionnement des Alliés. Les usines du Middle West,
où le sabotage déclencherait famines et blackouts, les horreurs morales des exécutions promises pour les traîtres. Finalement, vous enfilez votre trench coat trempé, sortez dans la nuit oppressante, rue déserte balayée par un vent chargé d'égouts et de gaz d'échappement, pieds lourds claquant sur le trottoir fendillé, chaque lampadaire un œil accusateur, jusqu'à la cabine où le destin bascule. Traynor, galvanisé, réunit une équipe d'élite dans le parking souterrain du FBI, moteurs de Buick noirs vrombissant comme des Shermans en approche, phares perçant la brume, odeur d'huile chaude et de caoutchouc brûlé, emplissant l'habitacle bondé d'agents en trench-coat sombre, Colts et revolvers Smith & Wesson chargés. Chargeurs supplémentaires gonflant leurs poches. La sirène muette hurle en silence tandis qu'ils filent vers la 142e rue, pneus hurlant dans les virages, cœur battant au rythme des essuie-glaces fouettant la pluie torrentielle, Traynor au volant serrant le volant luisant, sueur perlant sur son front malgré le froid, visualisant l'assaut. Portes enfoncées, cris en allemand, résistance armée potentielle avec des Walter P38 ou des grenades à manche. À 00h32, ils surgissent devant la pension. Phares aveuglants balayant la façade délabrée, agents jaillissant comme des ombres, bottes claquant sur les marches glissantes, poings martelant la porte. « FBI! Ouvrez ou on entre à la masse !» Le bois craquant sous les coups, éclats volant dans l'air saturé de peur. Burger, arraché au sommeil par le fracas, bondit du lit, yeux écarquillés dans la pénombre, main tâtonnant vers son Luger caché sous le matelas, doigts tremblants sur la culasse froide, acier huilé glissant comme un serpent, son souffle rauque avalé par le vacarme, tandis que les agents enfoncent la porte d'un coup d'épaule collectif, bois explosant en échardes acérées, faisceaux de torches perçant l'obscurité comme des baïonnettes. « Hand hoche! FBI !» hurle Traynor, son colt pointé, double action claquant en armement, l'air chargé de cordite potentielle. Burger se figeant, main levée lentement, paume moite visible sous les lampes, visage blême ruisselant de sueur, le poids de la défaite s'abattant comme un obus de 90 cm. Menotté, traîné dans les escaliers, ses poignets mordus par l'acier implacable, il est jeté dans la Buick, moteur rugissant déjà vers le QG, où les interrogatoires attendent, lampes aveuglantes, cigarettes offertes puis refusées, voix monotone brisant les résistances. À l'aube, le 20 juin, Penn Station est cerné discrètement. Agents en civil feignant la lecture des journaux, yeux rivés sur les casiers numérotés, odeur de hot-dog et de sueur matinale flottant dans l'immense hall voûté, échos de trains grondant comme des panzers lointains. Les explosifs sont extraits avec une lenteur chirurgicale, techniciens en combinaison kaki manipulant les charges comme des nouveau-nés mortels, timer déconnecté dans un silence tendu où chaque tic d'une montre est une menace, la dynamite suintant un suintement huileux sur les gants de latex, puanteur chimique, âcre piquant les narines. Pendant ce temps, télégrammes cryptés fusent vers Jacksonville. Opération Pastorius compromise. Arrêtez groupe Floride immédiatement. À Jacksonville, agents fédéraux convergent sur la pension de Jacksonville Beach. 21 juin, 5h22, soleil levant rougissant l'horizon humide. Air chargé de sel et de pain résineux, portes défoncées au bélier, cris en anglais et allemand se mêlant dans le chaos. Kerling plaqué au sol, visage dans la moquette poussiéreuse, genou d'un agent enfoncé dans son dos, Luger arraché de sa main crispée, les autres tirés des lits en pyjama trempés de sueur nocturne, menottes claquant comme des pièges à loups. Les interrogatoires s'étirent sur des jours, sous-sol du FBI à New York, murs nus suintant d'humidité, air vicié de tabac et de transpiration, Traynor face à Dash, dont les yeux caves trahissent l'épuisement moral. Chaque question un coup de fouet. Pourquoi trahir? Les cibles précises?
Les codes Abwehr, Dash crack, voix brisée déversant les détails. Formation au camp de Kensi. U-boot, contact dormant. Tandis que Burger, enchaîné à une chaise métallique grinçante, fixe le mur, mâchoire serrée, ongles enfoncés dans les paumes jusqu'au sang, la peur de la Gestapo l'emportant sur tout. Les autres suivent, un à un, sous les lampes crues qui brûlent les rétines, café amer et sandwich rassis les seuls réconforts dans cette descente aux enfers bureaucratiques. À Washington, J. Edgar Hoover jubile en privé, cigare à la bouche, pile de rapports s'empilant sur son bureau Empire State-like, mais publiquement. Silence radio jusqu'au 27 juin, jour des arrestations spectaculaires. Raids simultanés à travers le pays, sirènes hurlantes, flashs de presse, saboteurs traînés menottés devant les objectifs, visages hagards sous les crânes rasés de rigueur. Le silence après l'arrestation est assourdissant. Cellules du centre de détention fédérale résonnant d'échos vides, où Dash fixe le plafond craquelé, le poids du sauvetage involontaire, des milliers de vies épargnées, usines intactes, trains roulant vers le front, s'abattant comme une chape de plomb, remords et soulagements se mélangeant en nausées persistantes, tandis que dehors, New York s'éveille à un jour ordinaire, ignorant le fil tendu qui a failli rompre le cœur de la machine de guerre américaine. Les procès militaires s'ouvrent le 6 juillet à Fort Hamilton, Brooklyn, tribunal improvisé aux murs tendus de drapeaux, air lourd de cire et de polish à chaussures, juges en uniforme impeccable siégeant comme des divinités vengeresses, témoignages de Dash claquant comme des balles de 45, preuves matérielles, explosifs alignés comme des trophées macabres, étalés sur les tables de chêne. Burger supplie, voix chevrotante implorant la clémence pour service rendu à l'antinazisme. Mais les verdicts tombent comme des haches. 6 à la chaise électrique, Dash et Burger, à 30 ans de prison. Le bourreau de Sing Sing attendant dans l'ombre, odeur fantôme d'ozone et de chair brûlée planant déjà. Dans les cellules, le silence s'installe enfin. Un vide palpable, où l'écho des vagues d'Amagansett résonne encore. Fatigue physique cédant à un épuisement existentiel. Corps affaissés sur les bas-flancs durs. Esprit hanté par les chemins non pris. La trahison qui a sauvé une nation au prix de l'âme. Après les exécutions du 8 août, foudroiement discret rapporté dans les journaux du matin, Traynor rentre chez lui, main tremblante versant du bourbon pur malt, le goût âpre rinçant le fantôme de cordite non tirée, lit accueillant son corps rompu par des nuits blanches. Mais le sommeil fuit, remplacé par des visions de plages sombres et de cabines téléphoniques pluvieuses. Dash, en cellule fédérale, sent le temps s'étirer en éternité. Chaînes invisibles plus lourdes que les caisses d'explosifs, moral conflict persistant, héros anonymes ou traîtres maudits. New York continue, train grondant sans interruption, usine vrombissant, ignorant que cet appel tardif a plié l'histoire sans un coup de feu, le silence du aftermath, un linceul épais sur les vagues qui ne cesseront jamais de murmurer leurs secrets salés. Glagjourner, acte 2. Les chaînes invisibles. Les années s'écoulent comme du sable gris dans les sabliers des pénitenciers fédéraux, terre haute pour Dash, Leavenworth pour Burger, où le béton suinte d'humidité atlantique et les miradors projettent des ombres crocodiliennes sur les cours de gravier. Dash, amaigri en spectre aux yeux caves, arpente sa cellule de 10 pas, comptant les fissures du plafond comme des veines d'un ciel oublié. Lecture clandestine de Kafka et Camus, rongée par l'humidité. Lettres censurées à une Allemagne qui le vomit déjà comme un paria. Morale en berne, il murmure à la nuit des interrogations lancinantes. L'appel salvateur était-il rédemption ou ultime lâcheté? Visites sporadiques d'avocats en costume froissé, promesses de grâce présidentielle suspendues au bon vouloir de Truman, écho lointain du procès Nuremberg où d'autres saboteurs périssent en potence collective. Ironie amère d'une justice qui pardonne aux siens. De l'autre côté de l'océan,
En 1948, la roue tourne dans un grincement rouillé. Commutation tacite, expulsion vers l'Allemagne divisée, navires US les débarquant à Brême sous escorte anonyme, valises usées bourrées de regrets et de chemises amidonnées. Dash, foulant le sol natal, accueilli non par des houris, mais par des regards torves de rescapés du bunker, étiqueté « Verräter » dans les tabloïds de Hambourg, errant dans les ruines de Francfort, emploi précaire de traducteur pour l'occupation alliée, alcool frelaté noyant les flashs de la plage d'Amagansett, mariage fantôme avec une veuve aux mains calleuses, enfant né sous le signe du silence imposé. Burger, plus stoïque, s'enfonce dans l'obscurité rhénane, ouvrier anonyme au chantier de reconstruction, cicatrices invisibles suintant sous la sueur, refusant les interviews comme on esquive les balles, fantôme parmi les fantômes d'une génération broyée. À New York, Traynor gravit les échelons du bureau lambrissé à Washington désormais, médaille discrète, épinglée dans les dossiers classifiés, Bourbon remplacé par du scotch single malt vieilli en fût de chêne, mais les cauchemars persistent. Vagues phosphorescentes léchant des bottes de pêcheurs, voix nasillarde de Dash suppliant au téléphone. Retraite en 1960, maison de banlieue à Long Island. Pelouse tondue au cordeau, petits-enfants gambadant ignorants du fil tendu d'un été 42, mais la nuit, transistor crachotant les nouvelles de Berlin. Il revoit les explosifs neutralisés, se demandant si l'histoire lui doit une dette ou un pardon. La machine de guerre américaine ronronne triomphante, Hiroshima et Nagasaki scellant le sort sans saboteur. Gratte-ciel perçant les nuages, taxis klaxonnant leur hymne urbain, tandis que l'océan Atlantique, indifférent, charrie encore des secrets salés vers des rivages oubliés. Le fil tendu n'a pas rompu, mais ses vibrations résonnent en sourdine dans les mémoires fracturées. Héros maudits ou traîtres couronnés. L'histoire, cette grande falsificatrice, enterre les nuances sous des monceaux de certitude martiale. New York palpite, éternel, ignorant que sous ses artères d'acier bat encore le pouls d'un appel pluvieux qui a plié le destin sans un cri. Épilogue. Les ombres du ressac. Sous les néons blafards de Times Square, 2023. Un podcasteur aux lunettes cerclées d'acier. Descendant lointain de pêcheurs d'Amagansett, nom effacé des annales. John Traynor Jr., ironie du sort, exhume les bobines jaunies du FBI. Voix synthétique débitant les faits crus. Dash, le traître aux yeux verts, 82 ans au pénitencier de Terre Haute, libération conditionnelle en 56, déporté vers l'Allemagne en miettes, mendiant l'oubli dans un 2 pièces de Brême, où la Baltique murmure encore ses remords salins. Écran tactile zoomant sur une photo pixelisée. Dash édenté. Regard d'enfant perdu fixant l'objectif. Légende, TikTok. Forgotten Nazi, Jan Watif. À Francfort reconstruite, skyline de verre défiant les bombardements enfouis, une galeriste aux lèvres carmin, arrière-petite-niece de Burger, Ernst, l'Autrichien récalcitrant, vend des toiles abstraites, explosions contenues en ocres et noirs, vaguelettes d'explosifs figés en acrylique. Mon grand-oncle, un ouvrier du Rhin, rien de plus, minaude-t-elle au collectionneur yankee, mais la nuit, dans son loft aux baies vitrées, elle feuillette les lettres jaunies, pleure d'encre confessant « J'ai trahi pour sauver des vies » et l'histoire m'a crucifié en silence. Chantier naval d'aujourd'hui charrie des conteneurs anonymes où l'acier rhénan soupire les fantômes d'un été pluvieux. Long Island, pelouse synthétique saupoudrée de gazon artificiel, Traynor 4, banquier d'affaires en costume slim fit, sweep sur des apps de drague, ignorant le safe encastré derrière le bar. Médaille ternie, télégramme jauni de 42, mission accomplie, pas de saboteur. Zoom drone sur l'océan, houle numérique charriant des U-boats virtuels dans un jeu VR pour ados, Pastorius.
le flop nazi qui a sauvé l'Amérique. Hiroshima holographique explose en boucle. Nagasaki pixelisé, tandis que l'Atlantique, éternel, avale les data centers engloutis par la marée montante. Le fil tendu vibre encore, tendu par les algorithmes voraces, deepfakes ressuscitant Dash nasal en confession Zoom, Burger stoïque refusant le like, Trainor trinquant au bourbon virtuel. New York palpite en mégaoctets, artères de fibres optiques pulsant d'un appel pluvieux algorithmé, ringtone fantôme dans les smartphones, pliant les destins en threads viraux, sans cri, sans nuance, juste un scroll infini vers l'oubli. 2. 0. L'histoire, grande falsificatrice cybernétique, enterre les héros maudits sous des avalanches d'eux-mêmes, tandis que l'océan, indifférent, charrie ses secrets salés vers des serveurs noyés. Fade to black. Fin.